Sur un archipel isolé de tout, au large de l'Indonésie, les légendaires dragons de Komodo doivent relever un défi: assurer la survie de leur espèce. Mais dans l'univers inhospitalier où ils vivent, l'eau et la nourriture sont rares. Et pour une femelle, on compte 4 mâles en compétition. Les plus grands lézards du monde doivent donc développer des stratégies de survie et de conquête inconnues ailleurs. La majorité d'entre eux vit sur l'île de Rinca. Sculpté dans l'os et l'écaille, voici le dragon de Komodo. C'est l'un des animaux les plus terrifiants du monde, mais aussi l'un des plus méconnus. En 1 minute, cet animal apparemment paisible va se transformer en un véritable bloc de colère. Le grand reptile qui s'éveille, se réchauffe et s'étire est repu. Les colombes n'ont rien à craindre. Si, tel un char d'assaut, il part au combat, c'est parce qu'il est en rut, tout comme le rival qui vient à sa rencontre. Chez les dragons de Komodo, on se sert de sa langue pour s'évaluer et pour défier ses ennemis. La technique de combat ressemble à celle du sumo. Il faut épuiser l'autre, le repousser, l'écraser. Le rival prend l'avantage. Le prétendant se fige sous sa masse. À la reprise, la situation du prétendant s'aggrave. Il est pris à la gorge. Les 60 dents de son adversaire transpercent son cuir, véritable côte de maille renforcée de plaques osseuses. Le prétendant blessé reprend son souffle. Son adversaire, épuisé lui aussi, le laisse faire. Erreur fatale. Celui qu'on croyait vaincu, le cou entaillé, redouble d'ardeur. Il finit par l'emporter au moment même où la femelle qu'il convoite l'un et l'autre vient constater le résultat du combat. Le vaincu sauve la face en giflant le gagnant d'un coup de queue qui suffirait à tuer un jeune buffle. Le prétendant raccompagne le rival hors de son territoire. Il ne suffit pas de vaincre. La femelle résistera. La posséder prendra des semaines. Ce dragon, un ancien âgé de presque 50 ans, peut supporter la chaleur du mois de mai. La température dépasse 35 degrés. Des vents secs, venus d'Australie, assèchent l'archipel. Il peut se contenter d'un repas par mois, mais l'eau lui est indispensable. Or, l'eau potable devient rare. Il doit partir à la recherche de ce trésor. Les dragons vivent dans un paysage de savane qui s'étend entre la mer et le flanc des collines.
L'eau y a ruisselé entre novembre et mars, époque des vents de mousson. Mais il n'en reste presque plus rien. Son principal organe sensoriel, la langue, envoie un signal dans les fosses nasales. Il y a soudain des traces d'humidité dans l'air. Un contre-signal arrive au cerveau. Cette eau salée n'est pas potable, même pour une espèce adaptée à l'un des environnements les plus rudes du monde. Sans le savoir, l'ancêtre est passé tout près de ce qu'il recherchait. L'une des seules mares encore pleines en cette saison. Deux mâles se sont battus pour elle. La femelle sait qui l'a emportée. Elle ne se donnera à aucun autre que lui. Pourtant, pendant les quelques semaines qui se sont écoulées, elle n'a cessé de les conduire. L'accouplement ne peut avoir lieu qu'après ces simulacres de rejet. Alors qu'elle part à la rencontre de son prétendant, le rival se présente. Il n'a pas digéré sa défaite. Elle lui donne congé et le met en fuite. Non loin de là, le prétendant attend que son heure vienne. Les deux animaux se lèchent longuement. Le mâle se renseigne ainsi sur la disponibilité de la femelle. Ils vont copuler pendant les 5 ou 6 jours qui suivent. Le mâle tente d'introduire l'un de ses deux hémipénis dans le cloaque de la femelle, cet orifice unique où aboutissent les conduits urinaires, digestifs et génitales. Il échoue. Il ne faut pas aller trop vite. Les préliminaires reprennent. Il faut se frotter, se sentir, se lécher encore. Le mâle trouve enfin sa position. Sur le flanc des collines, dans cette zone entre savane et forêt où chassent les dragons, la sécheresse affecte les buffles. Ils ne peuvent se passer d'eau. Heureusement, les pluies de mousson qui ont précédé la saison sèche ont nourri les herbes. Le troupeau doit en profiter. Le plus souvent charognards, les dragons se contentent de carcasses dont ils nettoient le paysage. Mais à l'occasion, ils se transforment en prédateurs. Ils jouent à Komodo le même rôle que les hyènes en Afrique. Un jeune chasseur inexpérimenté a repéré un buffle. Celui-ci s'est isolé du troupeau pour se diriger vers une mare où stagne encore une grande quantité d'eau. Son odeur permet au chasseur de suivre chacun de ses pas. Le buffle se prélasse et ne voit pas arriver le dragon. Le
Le jeune reptile a mordu la patte du buffle, mais il ne pèse pas lourd face à un tel adversaire. Le buffle se redresse, il n'a presque rien senti. On pourrait le croire chanceux. On aurait peut-être tort d'aller si vite. La famille du buffle l'attend. Il prend le temps de brouter encore un peu et finira par rejoindre les siens. La femelle dragon est prête à donner la vie à une nouvelle génération. Pour cela, elle se met en quête d'un nid. De grands oiseaux industrieux, les mégapodes, creusent les leurs au fond d'immenses galeries. La femelle dragon se frotte sur la terre que les mégapodes ont ameublie. Si ces derniers peuvent pondre leurs œufs au fond de ces galeries, elle pourra en faire autant. Il suffit pour cela d'élargir un peu les accès et de se couler dans ces galeries où tout le corps s'enfonce sans rencontrer de résistance. Les mégapodes dépités assistent à la vandalisation de leur œuvre. La femelle dragon n'est pas la première à vouloir squatter chez eux. Dans le recoin d'une galerie, un cobra s'est installé. L'irruption du dragon l'oblige à déménager le plus vite possible. La femelle s'est tout entière enfoncée dans le tunnel. Le temps passe. Elle peut y rester plusieurs heures. Les mégapodes bâtissent des nids gigantesques. Ils amassent la terre et la végétation décomposée pour en faire des monticules de plusieurs mètres de large. Ils creusent ensuite dans ces tumulus des tunnels où la température, 29 degrés centigrades, sera idéale pour la couvaison. Le mâle, aussi bien que la femelle, se livre à ces travaux de terrassement. Les pieds de ces oiseaux sont de véritables pelleteuses, sans cesse en train de creuser. C'est pourquoi on les appelle mégapodes. Méga, géant, et pod, pied. La femelle émerge enfin, épuisée, après avoir accompli ce que la nature attendait d'elle, déposer une vingtaine d'œufs au plus profond du nid. La femelle enregistre les informations olfactives qui lui permettront de localiser le point de ponte et y dépose sa marque. La couvaison se fera en son absence, mais il lui arrivera parfois de venir patrouiller dans les environs, comme pour s'assurer que personne ne s'attaque à son nid.
Les œufs éclosent au bout d'environ 7 mois. Juste après leur naissance, les jeunes dragons doivent percer la terre pour parvenir à la surface. Beaucoup n'y parviendront pas. Des palmiers, tamariniers, talipots ou jujubiers hérissent la crête des collines. Difficile de le croire, mais chacun d'eux peut abriter une véritable nurserie. À peine nés, les bébés dragons de Komodo se précipitent vers ces arbres pour y grimper et s'abriter de leurs congénères adultes et cannibales. Là, le moindre creux, la moindre fissure de ces arbres morts leur sert de promontoire. Ils s'y installent et se nourrissent d'insectes, de petits lézards et plus tard, de jeunes oiseaux. Il arrive qu'un jeune adulte découvre sur l'un de ces arbres un fabuleux garde-manger. Le gourmand découvre alors que les jeunes dragons se sont installés à plus de 10 mètres, la hauteur précise qu'un adulte, même encore jeune, ne pourrait atteindre. Il en est ainsi depuis que les dragons peuplent les îles de Rinca, Komodo et Padar, qui constituent le parc national de Komodo. Ils y vivent depuis 70 millions d'années. Leurs ancêtres, des lézards géants, ont donné naissance à leur espèce quand l'abaissement du niveau des océans isola ces terres du reste du monde. Sous le regard du cerf de Java, le temps s'étire. De l'instant où un dragon mâle séduit une femelle à celui où éclosent les œufs, il peut s'écouler plus de 10 mois. Le plus vieux des dragons n'a pas renoncé à se reproduire. Il cherche une compagne. Il suit une trace olfactive qui passe par ce nid. Son éruption fait fuir les mégapodes. Une femelle est passée par là, pour y pondre ses œufs, ou pour envisager de le faire. Beaucoup d'entre elles opèrent ainsi, comme on visite un appartement témoin avant de s'y installer. L'odeur est bien là, puissante et excitante. Le vieux mâle s'enfonce. Il déguste les odeurs de la femelle à plein naseau, mais ne trouve personne. Le vieux mâle se décide enfin à chercher plus loin meilleure fortune. Les mégapodes, soulagés, reviennent travailler sur leur chantier tandis que le vieux mâle solitaire se contente de laisser là la marque de son passage. La vie des mégapodes est un éternel recommencement. Leur nid monumental, dévasté, doit être sans cesse reconstruit. Le vieux dragon reprend sa route. Les cerfs de Java ne se rendent pas compte qu'un carnassier géant se tient à proximité. Les sangliers qui fouissent le sol partagent leur inconscience.
Heureusement pour eux, ce n'est pas de cette chair fraîche-là que le géant voudrait se repaître. Il ne veut pas effrayer, mais séduire, enfin, une femelle que son âge ne rebuterait pas. Le vieux dragon n'est pas le seul à vouloir procréer et diffuser ses gènes. Le rival du jeune mâle n'accepte pas sa défaite. Celui qui l'a dominé s'est accouplé. Pourquoi le moment ne serait-il pas venu pour lui d'en faire autant ? La femelle l'accueille par des sifflements de mauvais augure. En présence du mâle dominant, ce qui en dit long sur sa confiance en la capacité de sa compagne de repousser l'assaut, le rival tente de s'accoupler. Il voudrait que la femelle se place en position favorable, qu'il la force ou qu'il la lèche, rien n'y fait. Elle s'y refuse. Dans la boue, l'écorce fuit, s'échappe, glisse. Le rival finit par assurer sa prise sur le corps de la femelle, mais ce combat l'a épuisé. Il pourrait à présent déployer l'un de ses pénis latéraux. Hélas, elle se tient dans une posture qui bloque tout accès à son cloaque. Du promontoire où il s'est placé, le mâle dominant constate qu'un miracle, rare chez les reptiles, vient de se produire. Au moins pour la saison en cours, il formera avec sa compagne un couple monogame. Sa quête infructueuse a creusé l'appétit de l'ancêtre. Il se met cette fois à la recherche de nourriture. Le buffle a trouvé une dernière mare encore en eau, alors que ses congénères cherchent en vain où s'abreuver. Un dragon l'a mordu à la patte. Depuis, le buffle affaibli a reçu une autre morsure, à l'arrière-train. Le dragon a reniflé l'odeur de sang et de lymphe qui marque la trace du blessé. Il suit la piste. Le buffle remarque qu'on le traque, mais il n'a plus l'énergie de rejoindre son troupeau. Le face-à-face ne débouche sur aucun drame. Le buffle est affaibli par le léger venin reçu des dragons lors des morsures. Mais il serait encore capable de briser la mâchoire d'un dragon d'un seul coup de sabot. Mieux vaut attendre.
Du sommet des collines aux mangroves qui frangent les îles, les dragons sont le prédateur suprême. Les macaques crabiers aiment cette zone où l'eau salée envahit les terres, parce qu'elle est riche en nourriture, mais aussi parce que les racines des arbres se dénudent à marée basse. Entrecroisées, elles forment des barrières sur lesquelles les reptiles géants ne peuvent se mouvoir aussi vite qu'à terre. Il arrive cependant qu'un dragon s'y aventure, provoquant la fuite des macaques qui les redoutent. La femelle et son compagnon légitime mènent une vie de couple souple et libérale, où l'on vit séparément, tout en se retrouvant régulièrement pour la copulation. Le rival traîne toujours autour des deux amants. Sa présence et ses prétentions deviennent intolérables. Il est temps pour le grand mâle de faire exploser ce ménage à trois. Chez les dragons, on ne négocie pas. On passe quelques instants, par échange d'informations olfactives collectées à grands coups de langue, à se déclarer la guerre. La femelle choisit un poste d'observation. Il faut vider les querelles une fois pour toutes. Le grand mâle, fort de sa légitimité, l'emporte au bout de quelques instants. La femelle vient rejoindre son champion. On pourrait croire la cause entendue, mais soudain, de nouveau, la bataille semble terminée. Et de nouveau, le vaincu rassemble ce qui lui reste de force. Le vaincu expose son ventre, ce qui signifie sa défaite finale et irrémédiable, puisque le vainqueur pourrait lui crever le ventre et le dévorer. Le vainqueur marque le corps de son opposant pour en faire définitivement son vassal. Il n'y a plus de doute.
plus personne ne viendra importuner la femelle ou tenter de gagner ses faveurs. La lutte a laissé le gagnant pantelant et exténué. Du moins peut-il désormais dormir sans crainte de perdre sa position de mâle dominant. Le vieux dragon suit obstinément, sans se presser, la trace du buffle blessé. Il s'arrête où la proie s'est arrêtée. Il tâte l'eau à laquelle elle a mêlé son sang. Le dragon n'utilise pas sa langue pour boire, mais pour analyser les éléments chimiques du liquide. Il n'y a pas de doute. Le buffle est bien passé par cette mare avant de poursuivre son chemin. La longue traque continue. Cependant, il est déjà tard. Le soleil se couchera bientôt, révélant la terrible faiblesse du vieux dragon. La fraîcheur du soir et de la nuit va refroidir son sang. L'animal s'engourdira progressivement. Cela le mettra à la merci de dragons cannibales plus jeunes et mieux à même de conserver plus longtemps leur énergie. L'ancien ne veut pas s'offrir à eux. Il doit rapidement trouver un asile pour la nuit. La nuit n'a pas été paisible pour tous. Le buffle blessé et incapable de rejoindre les siens a passé la nuit dans une autre mare où le vieux dragon vient s'enquérir de son état. Les jeunes dragons continuent de mener leur vie arboricole. Parfois, un très jeune adolescent, à peine plus grand qu'eux, monte à l'assaut de ces proies qu'on pourrait croire faciles.
Les bébés dragons peuvent fournir à un animal de son âge et de sa taille jusqu'à 10% de son régime alimentaire. Encore faut-il avoir assez d'agilité pour monter plus haut. Toujours plus haut. Le dragon se retrouve à la limite de ses capacités de grimpeur. De leur promontoire, les plus jeunes narguent le piètre chasseur qui n'ira pas plus haut. Attiré par l'odeur, le dragon mâle arrive sur la prairie où le mâle dominant des macaques est mort pendant la nuit. Il ne partage pas son butin avec sa femelle, mais le dévore en solitaire. Son but n'est pas, en traînant la dépouille sur le sol, de la mettre à l'abri de la convoitise d'autres dragons qui pourraient l'avoir sentie, même d'une distance d'environ 9 km. Il veut surtout la secouer pour lui arracher des morceaux de chair, car sa morsure est moins forte que celle d'un crocodile ou d'autres carnassiers. Une fine peau, prolongement des gencives, recouvre les dents du dragon et se perce à chaque morsure. C'est la raison pour laquelle son propre sang se mêle à celui de la proie. Il n'y a plus de risque pour les autres singes, car un seul repas suffit au dragon chaque mois. Quand la digestion qui se fera au soleil pour stimuler les fonctions organiques s'achèvera, le dragon recrachera une boule blanche entourée de mucus contenant les résidus osseux de son repas. Il faut plusieurs jours au dragon mâle pour digérer le corps du grand singe adulte. Entre-temps, il se contente de faire chauffer sa peau au soleil, une peau incrustée de matière osseuse dont les reliefs donnent au soleil davantage de prise. Les lointains ancêtres des dragons de Komodo pouvaient dévorer les éléphants nains qui peuplaient alors la région. Le processus de digestion n'a pas changé depuis. Après une année complète, les plus jeunes dragons finissent par descendre de leur arbre et font leur première sortie. Ils se tiennent cependant sur des promontoires d'où l'arrivée d'un congénère affamé ne leur échapperait pas.
La tactique de survie consiste alors à demeurer immobile et à se tenir contre le vent. Le dragon est en effet un redoutable prédateur, mais il entend et voit mal. Seul son odorat peut le guider vers ses proies. On a longtemps cru que des bactéries présentes sur les gencives des dragons provoquaient chez les proies, quand ils les mordaient, une septicémie. L'infection leur permettait de suivre leur proie et d'attendre sa mort. Il n'en est rien. À Komodo, les proies vont instinctivement se réfugier dans des mares naturellement contaminées de microbes qui s'introduisent dans le corps par la voie que la morsure des dragons a ouverte. Quand la maladie a fait son chemin, quand la victime sent venir sa mort, les carnassiers arrivent. Ils ne sont pas forcément ceux qui, par leur morsure, ont provoqué l'agonie. La morsure des dragons injecte dans la plaie un anticoagulant qui favorise l'hémorragie. Un long processus se met ainsi en place. La morsure d'un seul dragon suffit à l'enclencher. Sur l'arrière du buffle, une deuxième plaie montre qu'il a été, voici quelques jours, attaqué par un second dragon. Il a ainsi perdu davantage de sang avant de se réfugier dans cette mare infestée de germes. Les dragons peuvent alors venir l'achever. Le premier dragon s'y essaie. C'est un animal expérimenté. Il comprend vite que l'heure n'est pas encore venue et que le buffle a encore assez de force pour lui briser la mâchoire. Un adolescent qui a assisté à toute la scène se sent plus audacieux que lui. Un très jeune dragon l'a devancé, qui n'en mène pas large. Le troupeau de buffles ne s'est pas éloigné. À Komodo, les dragons et les buffles s'affrontent depuis toujours. Ces derniers éliminent les individus les plus faibles, les malades, les inadaptés à la dure vie de l'archipel, ceux qui ne peuvent supporter les températures souvent supérieures à 43 degrés, ni le manque de nourriture à la saison sèche. Les dragons ne laissent prospérer que les buffles les plus vigoureux. Ils assurent ainsi leur survie en tant qu'espèce. Le buffle s'affaiblit d'heure en heure. Un dragon l'approche et le mord à l'arrière-train. Il se laisse faire. C'est le signe que la fin est proche. Plusieurs dragons arrivent. Ils n'ont plus à attendre par sécurité que quelques heures.
le plus vieux des dragons s'approche. C'est lui qui va donner le coup de grâce. En quelques morsures, il tue le buffle. L'animal n'est plus qu'un amas de nourriture inanimée, un buffet où chacun vient se servir. Peu importe si l'on s'arrache quelques dents en tirant sur le cuir du buffle. Elles seront remplacées par celles d'une des 4 rangées arrière, comme chez le requin. On aurait tort de croire dévastateur l'appétit des dragons. Un dragon de grande taille mange 165 kg de viande chaque année. Un loup d'une taille inférieure de moitié en consomme 1230 kg. Pour un buffle, un cerf ou un cochon sauvage, mieux vaut avoir les dragons pour ennemis qu'une meute de loups, de hyènes ou de guépards. Un nouveau jour se lève. Des milliers de roussettes de Malaisie quittent leur résidence sur l'île voisine de Pulau Kalong. Ce sont les plus grosses chauves-souris du monde. Elles déferleront dans un instant sur l'île de Rinca, où 2 dragons se sont choisis, où le chef des macaques est mort et où un buffle épuisé a cessé de vivre. De la carcasse du buffle, en 2 jours à peine, il ne reste que le squelette, la tête et quelques lambeaux de chair qui commencent à sécher. En charognards appliqués, les dragons ne laisseront rien perdre. C'est au tour des plus jeunes de venir se restaurer. Les grands mâles sont repus. Les jeunes n'ont donc plus rien à craindre d'eux. Depuis leur première rencontre, 1 an a passé. Le grand mâle n'est plus le prétendant de la jeune femelle, mais son compagnon légitime. La plupart des dragons ne forment pas des couples monogames, mais ils ont décidé de prolonger leur union au-delà d'une saison. La monogamie est pourtant le mode relationnel le moins avantageux pour les espèces, puisqu'il limite le nombre d'accouplements et la dispersion des gènes. La raison pour laquelle certains dragons le choisissent reste un mystère. Les dragons de Komodo, espèces déjà vulnérables, n'ont été découverts par les hommes qu'en 1910. Ce qu'on sait d'eux n'est rien au regard de ce qu'on ignore. Il faudra encore de nombreuses années pour percer tous les mystères de leur comportement.
Leur isolement et la difficulté d'accès à leur territoire ont permis que les dragons de Komodo survivent. Leur solitude en tant qu'espèce est leur meilleure garantie de longévité. Pour l'instant, ils demeurent les maîtres de leur monde.